réseau d'agences, un réseau de proximité. Et j'y reviendrai parce que nous, on croit dans ce modèle de banque coopérative, de banque de proximité. Si vous lisiez la presse il y a quelques semaines, on pouvait voir des grands groupes nationaux annoncer d'ici 2030 un tiers de fermeture d'agences. Nous, ce n'est pas le modèle auquel on croit. On a même ouvert une agence en 2024 à côté à Roquefort-la-Vedoule, à côté de Cassis, parce qu'on pense que la force de notre modèle, c'est ce modèle de proximité. Et nous, on ne fermera pas d'agence à horizon de plan stratégique. Je vous dirai quelques mots de ce sur quoi on a travaillé ces derniers mois avec les membres de notre conseil d'orientation et de surveillance. Mais on est une banque qui va assumer son développement, et cette proximité dans les territoires, c'est absolument essentiel. On n'est pas un groupe qui fait 7% de son activité en France, comme c'est le cas d'autres groupes bancaires. On est une banque de territoire, et ça, on est particulièrement attaché à ce modèle, et je voulais quand même le rappeler. En chiffres, qu'est-ce que ça donne tout ça sur la statistique client? On a 1,3 million de clients. On est la banque, je disais, une banque leader. Comment ça se traduit? C'est que quand vous vous promenez dans la rue, sur nos territoires CEPAC, vous croisez 4 personnes, il y a une personne sur 4, les clients, à titre particulier de la Caisse d'épargne CEPAC. Et ça, c'est vrai qu'on est un peu atypique par rapport aux autres caisses d'épargne. On a des parts de marché qui sont extrêmement denses. C'est pareil sur les métiers que moi j'ai le plaisir d'adresser. C'est le marché des entreprises. Une entreprise sur 3 est cliente de la Caisse d'épargne CEPAC. Et on accompagne les entrepreneurs individuels, on accompagne des PME, des grosses ETI, jusqu'à des grands groupes qui transportent des cargos partout dans le monde. Vous voyez à peu près à qui je peux faire allusion. Ça, c'est vraiment, je pense, un des grands marqueurs. C'est notre poids dans l'économie réelle. On est probablement, je pense aussi, et je regarde mes collègues, la seule banque qui fait le pont entre la sphère privée et la sphère publique, parce que c'est ce que l'on met à droite du graphique. On a 7 collectivités sur 10, donc on parle des villes, des départements, des régions, des intercommunalités qui sont clients de la Caisse d'épargne CEPAC. Et ça, c'est assez marqué. On accompagne des projets d'infrastructure, d'aménagement des villes et des collectivités locales au sens large. Et c'est tellement marqué en fait dans notre modèle que dans nos statuts, nous, Caisse d'épargne, on a des représentants de ces collectivités locales, une en l'occurrence, qui siège au sein de notre conseil d'orientation et de surveillance. Donc on a un poids de la sphère publique qui est extrêmement soutenu dans notre action. Et tout ça, ça représente quoi en volume de crédit? Parce que c'est un des indicateurs que l'on pilote avec François, avec Amaran. C'est 6 milliards d'euros chaque année de nouveaux projets que l'on va accompagner. C'est 15 000 projets immobiliers l'année dernière. Ça, c'est vraiment notre action, c'est de financer finalement l'économie réelle de notre territoire. On y est extrêmement attaché. Et puis on a, et je voudrais juste m'arrêter un petit instant, parce que là aussi on est un peu atypique, une petite particularité, c'est que les caisses d'épargne, elles sont actionnaires d'un groupe qui s'appelle Habitat en Région, et on est bailleur social. Et ici, sur le territoire sud-est, on est très présent, puisqu'on a 100 000... C'est les structures qu'on contrôle, d'un point de vue capitalistique, qui gèrent 100 000 logements, qui produisent pour la plus grosse d'entre elles 2500 nouveaux logements sociaux par an. Et ça, je crois que ça nous donne aussi un rôle dans le territoire assez singulier. Et on est au niveau du directoire, on sait partager la présidence de ces conseils d'administration, et on voit à quel point finalement notre histoire qui est liée à la création du livret A, de l'épargne populaire, et qui accompagne aussi les grandes transformations, les habitations bon marché, les bains-douches, est liée finalement à permettre à un plus grand nombre de se loger décemment. Et c'est un marqueur assez fort identitaire des caisses d'épargne, et on continue à jouer ce rôle de manière importante sur les territoires. Le deuxième marqueur fort, c'est que l'on finance les énergies renouvelables. Et là, on a une équipe formidable dans laquelle tu as eu le plaisir de travailler avant de nous rejoindre il y a quelques mois. On est le deuxième financeur privé des énergies renouvelables partout en France. Alors là, on est en CEPAC, mais on finance des projets partout en France. L'année dernière, pour vous donner un chiffre, on a financé pour 1,7 milliard d'euros de projets. Quand on parle de projets d'énergie renouvelable, on parle de projets de panneaux photovoltaïques au sol, en toiture, sur des bâtiments industriels. On parle de projets éoliens, on parle de projets de biocarburants, on parle de projets de géothermie. Et on a un vrai savoir-faire avec une équipe basée à Marseille, d'experts, d'ingénieurs qui préparent des modèles. Et on adresse des projets partout en France. Et ça, c'est vraiment aussi un marqueur et peut-être une vision un peu précurseur qu'avaient nos prédécesseurs il y a 15 ans, en finançant la transition un peu en avance de phase et en accompagnant ces grands projets. Et enfin, un des derniers marqueurs que l'on présente en bas ici dans le petit cartouche rouge, c'est que quand vous avez besoin d'avoir accès à une offre de soins, que vous allez dans un hôpital, dans n'importe quel de nos territoires, ceux que j'ai cités tout à l'heure, eh bien vous avez un bout de financement de la Caisse d'épargne CEPAC. 100% des établissements publics de santé sur nos territoires sont clients de la CEPAC, et on a un rôle dans la santé, et c'est d'ailleurs, je vous le présenterai tout à l'heure,
une des filières d'excellence sur lesquelles on souhaite encore se développer à horizon 2030. Ça aussi, je pense que c'est un marqueur assez fort de la caisse d'épargne CEPAC. Tout ça en chiffres, en PNB, en chiffre d'affaires, ça donne quoi? Ça donne ces grands équilibres-là. Alors si on raisonne en chiffre d'affaires, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, 1 milliard 960 millions pour être précis. Voilà, c'est en gros, pour nous, une banque, le chiffre d'affaires, c'est la somme des intérêts et des commissions qu'on perçoit sur un exercice. Tout ça, ça nous permet de dégager notre PNB, notre produit net bancaire, c'est un peu notre jargon de banquier, de 700 millions d'euros, et un résultat de 180 millions d'euros, 181,3 millions d'euros en 2024. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est surtout que votre argent est en sécurité parce qu'on est une banque solide. Vous savez que depuis la crise de 2008, les banques ont des exigences réglementaires d'avoir des fonds propres. Vous le voyez en haut à droite, on a près de 4 milliards d'euros de fonds propres et on a ce ratio de solvabilité, c'est la part de notre fonds propre dans notre bilan qui est à 22%, là où le régulateur nous impose de accompagner les projets de notre territoire à hauteur de 6 milliards d'euros. C'est les chiffres que je vais vous présenter tout à l'heure. Voilà les grands chiffres en masse. Petit point d'actualité aussi, parce que c'est important dans notre modèle coopératif, dans notre modèle de gouvernance, c'est qu'on a eu un changement qui est intervenu il y a quelques semaines, puisque Jean-Charles Filippini, qui présidait le conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne CEPAC, a passé le relais à Bruno Huss, qui était administrateur depuis une quinzaine d'années de la Caisse d'épargne CEPAC. Il était président du comité d'audit, donc il avait une bonne vision aussi des instances et de la comitologie de la banque, et il a pris ses fonctions il y a quelques semaines pour assurer ce relais de Jean-Charles Filippini, qui reste au COS de la Caisse, mais qui reste d'ailleurs président, qui a été nommé président du comité des risques et qui gardera ses prérogatives dans les commissions dans lesquelles il œuvrait. Et donc Bruno Huss a pris le relais puisque Jean-Charles était atteint par la limite d'âge au sein du COS. Dans les autres points d'actualité, peut-être vous rappeler aussi, au-delà finalement d'être le premier financeur de l'économie réelle sur notre territoire, nous on dit souvent qu'on est une banque à impact positif. Il fait très chaud ici ou c'est moi? Je te confirme. Je te remercie. En plus on a un petit spot là qui nous met un peu de chaleur, comme il faisait un peu froid aujourd'hui dehors. On est une banque à impact positif sur le territoire et ça s'illustre de beaucoup de manières. On parlera tout à l'heure des projets philanthropiques que l'on accompagne, mais aussi des grands partenariats du mécénat, merci, que l'on peut accompagner. Bien sûr, ce partenariat historique qu'on a avec ce club qui, en tout cas moi, m'a fait vibrer cette saison qui est l'Olympique de Marseille, équipe masculine et équipe féminine qui va jouer la Ligue des Champions, qu'on accompagne depuis plus de 30 ans avec une magnifique visibilité aussi au sein du stade, mais c'est aussi le sport. Et on accompagne des grandes courses. Alors ici, sur notre territoire, on a cette course que tu cours redoutablement, bien mieux que moi, chaque année, qui s'appelle Marseille-Cassis, mais on a le Grand Raid de la Réunion. Et sur tous nos territoires, on accompagne des grands projets sportifs. Et puis, on soutient aussi la culture, puisqu'on est mécène depuis la création du MUSEM. Et puis, sur le sport, Provence Rugby, qui était pas loin de l'entrée en top 14, qui bute un petit peu presque. Le handball, voilà, on est très présent. On a les rapaces, le hockey à Gap, on est très présent au sein de partenariats qui font finalement la vraie vie d'un territoire. Octobre Rose, ça c'est un moment qui est important aussi, puisque la Caisse elle est engagée depuis une quarantaine d'années pour soutenir à la fois les sujets de dépistage de notre rôle dans le logement social, de porter la flamme Nadine, qui est gardienne d'immeuble à Marseille chez la Sogima. Voilà, c'est vraiment un moment qui nous a beaucoup marqué. Et puis, on a voulu que les Jeux ne s'arrêtent pas à la fin des Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, on s'est engagé à permettre finalement l'accès à un sport qui nécessite peu d'installation d'infrastructures. C'est le basket, les terrains de basket 3-3. Et à la fin de cette année, ces 21 terrains de basket, c'est un peu l'héritage qu'on a envie de laisser aux Jeux, comme finalement les campus à Paris. Et bien nous, on a voulu que dans des quartiers parfois défavorisés, on puisse permettre l'accès au sport à un plus grand nombre. Et c'est un peu l'engagement que l'on a pris en finançant 21 de basket d'ici la fin de l'année. Au global, ce seront 25 terrains de basket. C'est notre héritage à nous, CEPAC, que l'on souhaite laisser de ces Jeux qui nous ont fait vibrer. Et puis, je disais, le 8 mai dernier, c'était l'arrivée du Belém avec cette aventure incroyable. Et ce rôle de Yacine, qui était notre éclaireur, chaque caisse d'épargne a fait embarquer un mousse qui a eu, pour la plupart d'entre eux, des parcours de vie un peu cabossés, je vais le dire comme ça. Et je sais que lui, ça a profondément marqué
sa vie, et Yacine, il va continuer l'aventure dans quelques jours, puisqu'il va réembarquer de Dunkerque à bord du Belém pour accompagner 5 de ses camarades, qui sont notamment ceux que je vous ai dit qu'on recrute dans les virages du stade Vélodrome, là, avec le Protis Club, qu'on va embarquer pour vivre une aventure assez extraordinaire. Ils vont partir début juillet, ils vont aller jusqu'à Aberdeen en Écosse pour vivre ce voyage, et puis essayer aussi de partager un certain nombre de valeurs, d'émotions tous ensemble. Et on est très fiers de pouvoir embarquer 5 nouveaux jeunes aux côtés de Yacine, qui sera un peu le parrain de cette édition. Enfin, pour terminer, 2 mots, j'en parlais en introduction, sur notre projet stratégique, puisque en 2024, nous avons fait valider à notre conseil d'orientation et de surveillance finalement notre cap à horizon 2030. Et vous avez ici une synthèse assez macro. Déjà, réaffirmer notre modèle coopératif. Je crois que c'est au travers de tout ce que je vous ai présenté il y a quelques minutes, ce qui singularise les caisses d'épargne et la caisse d'épargne CEPAC, ce modèle de temps long, ce qui fait de nous qu'on est bien plus que de simples financeurs de l'économie de notre territoire, qu'on a un vrai rôle d'utilité sociale au-delà de notre baseline dans notre marque. Et je crois qu'à travers les projets que je vous ai présentés, ça démontre notre rôle, notre utilité sur tous nos territoires. On est une banque universelle, on est la banque de tous. Et moi, je vais vous raconter peut-être un truc qui m'a marqué quand j'ai rejoint la caisse d'épargne CEPAC il y a 3 ans. J'ai rejoint Christine Fabrès, notre présidente du directoire, et quelques semaines après mon arrivée, j'ai eu une journée d'agenda un peu remplie. Et le matin, j'avais la chance de présider un conseil d'administration, celui d'un de nos bailleurs sociaux que je vous présentais tout à l'heure, à accompagner tous les projets de nos clients, y compris quand il y a des périodes un peu agitées sur les marchés. Nous, on ne va pas dire à nos clients, écoutez, revenez dans 2 ans pour votre projet immobilier, parce que là, ça ne nous arrange pas trop. Non, ce n'est pas le modèle auquel on croit, et ce n'est pas ce que l'on a fait, y compris quand les marchés étaient un petit peu grippés. On va continuer à accompagner les projets immobiliers de nos clients, on va continuer à accompagner les acteurs de la santé. Je parlais des hôpitaux publics. On a sanctuarisé 1 milliard d'euros pour accompagner tous les projets des hôpitaux sur notre territoire d'ici à 2030. Et puis on va accompagner les professionnels libéraux de santé. On a 8000 clients. On ambitionne d'accompagner jusqu'à 10 000 clients à 2030. Et ça, on va le faire en proximité avec notre réseau commercial. Et puis les énergies renouvelables. Je parlais tout à l'heure des grands projets sur l'ouest du département, des grands projets de biocarburants, d'infrastructures, de gigafactories. On veut accompagner ces projets-là et continuer à jouer ce rôle un peu précurseur pour accompagner les grandes transitions pour nos clients et aussi pour nous-mêmes au travers d'une trajectoire de décarbonation qu'on s'est fixée. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager. Notre projet, c'est un projet de développement, c'est un projet de territoire et de proximité. Et voilà ce qu'on va essayer de faire avec nos équipes dans les prochaines années. Merci de votre attention. Merci Jérémy pour cette présentation très complète sur la CEPAC qui illustre des résultats très satisfaisants, ses performances, sa solidité financière et son utilité sur les territoires. Je passe la parole maintenant à François Spinozzi, donc directeur commercial de Provence Pays d'Aix. Merci Gustave. Alors moi je vais vous parler un petit peu de la direction commerciale Provence Pays d'Aix, qui est sans chauvinisme une des plus belles de la CEPAC, une des plus belles évidemment. La plus belle. Mais ouais, non mais parce que non, j'ai des origines qui font qu'il y en a une qui est un peu plus belle que d'autres. Alors rapidement, une carte d'identité de la direction commerciale. La direction commerciale Pays d'Aix, Provence Pays d'Aix, c'est 42 agences disséminées sur 5 territoires. Alors ici, la SLE, elle représente la direction de territoire de Martigues, mais il y a aussi la direction de territoire d'Aix, de Salon, de Pertuis et de Gardanne. Ces 42 agences, dans ces 42 agences, travaillent 330